Être introverti, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une pensée politique puis qu'on ne peut pas être un acteur influent puis une personne influente dans son cercle à soi. Donc, c'est de voir en fonction de sa personnalité, de dire bien, à l'interne puis ensuite à l'externe, qu'est-ce que je peux faire qui me permet d'aller chercher concrètement autour des personnes qui vont m'aider à sortir de mon emploi puis à aller chercher justement cette crédibilité dont on parlait au début. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau podcast organisé par l'Association des femmes en finance du Québec en partenariat avec EY. Aujourd'hui, l'association vous propose une trilogie de podcasts sur les avantages de comprendre le pouvoir de la pensée stratégique, de manière à pouvoir mieux affirmer son talent et également pouvoir bien propulser sa carrière par la suite. Chaque épisode abordera un différent thème, donc il y en aura 3 au total. Le premier thème abordera les enjeux politiques. Comment bien comprendre son organisation et comment y prendre sa place. Je pense qu'il est important d'être conscient de son environnement de travail, les relations, le politique, pour bien démarrer et évidemment bien propulser sa carrière. Nous allons discuter de l'importance de développer des trucs et astuces pour bien se positionner dans une organisation. Le deuxième thème va couvrir les avantages de savoir prendre des risques. Je pense qu'il est important de voir le risque comme une opportunité de se développer et d'aller chercher des opportunités qui n'arriveraient pas nécessairement autrement. Comment voir l'échec aussi de façon positive et comment rebondir de ces échecs-là. Donc, on pourra avoir l'occasion d'en discuter avec nos 2 invités. Et finalement, le troisième thème, des trucs et astuces pour développer sa présence exécutive. Prendre conscience vraiment de qui on est, de trouver sa place, de savoir s'affirmer et d'éventuellement arriver à être sur son X. Donc, les différents épisodes de ce podcast ainsi que tous les autres contenus de la FFQ se retrouvent sur le site web au www.affq.org, sur notre chaîne YouTube ainsi que sur la plupart des plateformes de diffusion de podcasts. Je me présente, Sarah Thomasin. Je serai votre animatrice pour la durée de ce podcast organisé par la FFQ. Je suis chef d'équipe en service de certification chez EY, spécialisée en services financiers. Je suis également membre du comité relève au sein de l'Association des femmes en finance du Québec. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir et d'animer ce podcast en présence de 2 femmes au parcours réellement inspirant. Donc d'abord, Anna Bougal, bienvenue et bonjour. Merci Sarah, merci pour la belle invitation. Ça fait réellement plaisir. Anna, tu es actuaire de formation. Tu as occupé ton premier poste à titre d'actuaire dans le bureau de conseil de Willis Towers Watson et j'ai compris que c'est ton amour de la modélisation qui t'a amené à ton poste actuel, soit le rôle de scientifique de données, rattaché au secteur analytique de crédit et risques climatiques à la Banque nationale. C'est bien ça? Oui, effectivement. Également, plusieurs implications dans la FFQ, donc membre depuis le début de l'année, depuis 2022, mentoré du programme de mentorat, membre du comité ESG, participation au programme Les Étincelles. Ça en fait déjà beaucoup. Oui, quel plaisir d'en faire partie. Et finalement, Inès Béliane, bienvenue, et merci d'avoir accepté cette invitation d'être avec nous aujourd'hui. Merci Sarah, merci beaucoup pour l'opportunité. Inès, tu es CPA de formation. Tu as plus de 15 ans d'expérience en audit, en information financière, en comptabilité corporative. Tu étais jusqu'à tout récemment vice-présidente finance Québec et Maritime chez Transdev Canada. Et tu occupes maintenant le rôle de directrice principale finance chez Viron. Félicitations pour ton parcours. J'aimerais ajouter également que tu as aussi enseigné à HEC Montréal. Tu as siégé au conseil d'administration des filles marraines et tu as agi également comme réviseur provincial pour CPA Canada. Un parcours également bien rempli. Ça nous garde occupés. Et pour ajouter à tout ça, pourquoi pas conclure avec ton implication à la FFQ également, donc membre depuis 2021, donc depuis près de 2 ans. Tu as participé au Cercle d'enrichissement et également, tu as participé au Gala des talentueuses en format virtuel, si je ne me trompe pas. Exactement. Bon, voilà. Donc, bienvenue, mesdames, encore une fois, à ce podcast de la FFQ. Je suis vraiment heureuse et surtout honorée d'animer cette discussion à vos côtés. Je pense qu'on va aborder plusieurs sujets très intéressants. J'ai l'impression que je vais en sortir assez inspirée aujourd'hui. On l'espère toutes. Oui, exact. Pour résumer, encore une fois, nous allons échanger autour du pouvoir de la pensée stratégique. Grâce à votre expérience et vos parcours, on va tenter de comprendre comment réussir à bien affirmer son talent, comment s'en servir pour propulser sa carrière, soit dans un contexte vraiment de début de carrière ou peut-être même de changement ou de transition de carrière, qui peut tout aussi être pertinent. Avant d'entrer dans le cœur de notre premier thème, qui se trouve à être les enjeux politiques, j'aimerais vous entendre sur votre parcours, ce qui vous définit le mieux en tant que professionnel, peut-être des éléments que j'aurais oubliés ou ne pas mentionnés, mais également en tant que personne. Donc, on peut commencer peut-être avec toi, Inès.
Oui, alors merci Sarah de me donner l'opportunité de commencer puis de parler un peu de moi. Je dirais que s'il y a un mot qui me définit, qui définit la personne que je suis, le parcours que j'ai fait, c'est le mot audace. Je suis quelqu'un de naturellement audacieux. Je suis la première souvent à essayer de lever la main. J'essaye toujours d'aller hors des sentiers battus. Puis je me dis toujours pourquoi pas essayer. Puis ça a commencé par venir ici très très tôt pour commencer l'université à HEC, venir toute seule à l'aube de mes 17 ans à HEC Montréal. Ça s'est poursuivi avec décider d'aller dans le programme, commencer le premier programme de la cohorte trilingue à HEC, où j'ai fait une partie de mon bac en français, une partie en anglais, une partie en espagnol. J'ai été traumatisée, mais ça a valu la peine. Ça a vraiment valu la peine. Et ensuite, ça a continué. J'ai continué comme ça tout au long de mon parcours. À chaque fois que j'avais l'opportunité, ben, je levais la main pour enseigner, lever la main pour essayer de faire partie d'un nouveau programme, d'un nouveau projet. Donc, c'est un peu ça qui me définit. Puis, à côté de ça, je trouve qu'il y a deux autres éléments qui font un peu la triade de la personne que Inès est. C'est que je suis quelqu'un de vraiment joyeuse. Puis j'insiste dessus. J'aime apporter de la joie autour de moi. J'aime apporter de la joie à mon travail. Je trouve que c'est beaucoup plus facile dans notre emploi, dans notre travail de tous les jours, si on est quelqu'un de joyeux, si on est quelqu'un qui est de positif, d'inhéremment de positif. Donc, c'est quelque chose qui me définit. Je pense que les gens vont souvent te dire, Inès, elle a tout le temps un sourire, elle apporte tout le temps une blague, qui des fois n'est pas drôle, mais quand même, j'apporte des blagues, je fais ça. Et à côté de ça, je travaille fort. J'aime ça travailler fort. Et puis, je pense que ça prend ça un peu d'être sérieux dans sa tâche, dans ce qu'on fait. Je suis passionnée par le domaine de la comptabilité. Puis donc, justement, c'est facile de travailler fort. Puis, c'est important de redonner suivant. Donc, je suis très impliquée dans la communauté. J'essaye, en tout cas, d'être le plus impliquée que je peux autour de moi. Okay. Merci, Inès, pour cette présentation. Anna, j'aimerais t'entendre sur ton parcours également, puis oui, sur ta personne. Oui, bien sûr. Ça, je veux juste confirmer quelque chose, t'as un bon sourire, ça c'est vrai. Et vraiment, tu ramènes beaucoup d'énergie positive. Donc, ça se voit déjà à travers juste les discussions qu'on a eues avant et même aujourd'hui. Fait que si j'ai vraiment à poursuivre, si j'ai vraiment à choisir un mot pour me définir, peut-être ça serait la multipotentialité, parce que je trouve que c'est quelque chose aussi qui s'est manifesté peut-être depuis mon enfance. Donc, ça a commencé par une excellence académique, puis à un certain moment, ça m'a ramené à de beaux défis. À l'âge de 12 ans, j'étais déjà nommée enfant parlementaire, donc ce qui fait que j'avais beaucoup de travail sur terrain à faire, donc tisser un pacte de confiance avec des enfants à l'époque, donc de mon âge. Aussi, ça m'a permis de développer de l'intelligence émotionnelle, chose que je n'avais pas vraiment avant. Puis ça m'a vraiment permis aussi de développer une certaine maturité. Puis c'est là où j'ai rédigé mes premiers speeches, donc justement pour fidéliser un peu le message et le transmettre aux acteurs de changement. Puis à travers, au fil des années, j'ai eu aussi l'opportunité de représenter mon pays à l'extérieur. Donc, je tenais tellement beaucoup à tout ce qui est inclusion que j'ai choisi comme thématique l'handisport comme moyen d'intégration. J'ai fait beaucoup de travail aussi sur terrain. Donc, mon rôle, c'était vraiment de venir représenter cette cause à laquelle je tenais beaucoup, puis donc de dresser le bilan en tant que tel et puis prendre une approche participative dans laquelle et les acteurs de changement et la société civique, en fait, y participeront. Et donc, au fil des années, l'université commence et je me vois plus dans tout ce qui est quantitatif. Je commence par les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, puis après, j'intègre l'école d'ingénieurs, je fais une spécialité concentration plus actuariat. Puis ensuite de ça, ce qui me ramène ici, c'était un échange. Donc au début, je suis venue ici au Canada pour un échange en actuariat. Puis après, j'ai poursuivi ma maîtrise par la suite, toujours dans le même domaine. Fait qu'à un certain moment, j'ai fait un saut dans l'industrie, mais je pense que le point en commun de toutes ces années, c'était le fait que je commençais à me sensibiliser un peu sur la place des femmes dans tout ce qui est domaine STEM, mais aussi domaine financier. Donc, je commençais, disons, à tenir vraiment
à cœur cette cause. Puis, je me rappelle très bien qu'il y a presque 3 ans, je cherchais vraiment à fond des associations dans lesquelles je pourrais vraiment appartenir, mais j'en trouvais pas. Puis, je suis très, très contente que j'ai trouvé l'opportunité de la vécu juste l'année passée, peut-être en novembre 2021, juste par une petite recherche Google, puis j'ai atterri vraiment sur une mine d'or parce que ça m'a permis vraiment de me développer, de rencontrer des gens comme toi, Inès, comme toi aussi, Sarah, des gens vraiment dans différents programmes, et ça m'a aussi permis de développer mon leadership au fur et à mesure. Fait que si j'ai vraiment à résumer, ça serait plus, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'aspect quantitatif, mais toujours l'aspect rallié ou adossé à un aspect quantitatif dans lequel je développe plus une marque d'ambassadrice vers vraiment les causes qui me tiennent à cœur. Non, je peux facilement voir comment, en plus, tu arrives très bien à le faire. Honnêtement, je trouve ça intéressant parce que vous n'avez pas du tout le même background académique, premièrement. Deuxièmement, non plus, pas nécessairement le même nombre d'années d'expérience. Un parcours qui est toutes les deux définitivement inspirant, mais très différent. Fait que je pense que ça va apporter une belle perspective dans les discussions qu'on va avoir aujourd'hui. Je suis pas mal sûre. Donc, pourquoi pas se lancer dans notre thème 1, le premier sujet qui est les enjeux politiques. Comment bien comprendre son organisation et savoir y prendre sa place? Ça peut ne pas toujours être évident. Quand on parle de politique, des fois, on peut se demander, premièrement, qu'est-ce que c'est? Comment ça se reflète réellement dans une organisation? Donc, j'aimerais y aller avec toi d'abord, Inès, avec ta définition de ce qu'est la pensée politique. Alors, la pensée politique, c'est une bonne gestion de sa présence exécutive. Et je pense que c'est Tom Henschel qui le disait, c'est d'être capable de générer une crédibilité qui va au-delà de notre titre, qui va au-delà de qu'est-ce qu'on a comme poste actuel. Et ce que je trouve qui est vraiment intéressant avec tout le concept de la pensée politique, c'est que on a souvent, moi la première, on a souvent eu cette impression-là que de parler d'enjeux politiques, de parler de pensée politique, c'est très négatif, c'est très néfaste. Puis, il y a encore quelques années, je te dirais encore, il y a peut-être encore 4-5 ans, j'avais exactement le même parcours. Je me disais, mais non, mon talent, mon travail vont parler pour moi. Mais pensez-y bien, le travail, ça parle pas. Puis on sort de l'université, puis on sort de l'université avec cette impression, cette conviction que à travers notre travail, puis à travers notre talent, à travers notre output, on va être capable de réussir puis de montrer ce dont on est capable. Mais on est une société de communication. La majorité de ce qu'on fait, c'est basé sur la communication. Donc, pour moi, une fois qu'on comprend que la pensée politique, c'est vraiment être capable d'aller générer de la crédibilité, d'aller chercher de l'influence, d'aller chercher dans le fond, de la capacité d'avoir un impact sur les personnes autour de soi, bien, on comprend tout de suite que c'est quelque chose qui est très positif, c'est quelque chose dont on a besoin, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de développer, puis qu'il faut prendre le temps surtout d'intégrer à son agenda, qu'on soit au début de sa carrière, qu'on soit en train de changer de carrière ou qu'on soit en train d'évoluer dans sa carrière. Il faut vraiment prendre le temps de l'intégrer à son plan de carrière. Donc, peu importe le moment où on est rendu dans notre carrière, ça doit être considéré, si je t'entends bien. Exactement. Peu importe le moment où on est rendu. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Ça touche dès le début. Dès qu'on commence à rentrer dans le monde du travail, je pense qu'il faut être très conscient du fait d'aller chercher de la crédibilité, justement, au-delà de qu'est-ce qu'on a comme titre. Donc, la manière d'aller chercher de la crédibilité, bien, c'est de bâtir des ponts avec les personnes autour de soi. Puis, toute l'idée derrière les enjeux politiques, c'est justement de trouver la bonne manière spécifique à chacun, à soi, d'être capable de bâtir ces ponts-là, puis d'être capable d'apporter une différence. C'est intéressant. Puis des fois, quand on pense à politique, on peut penser à hiérarchique peut-être, se dire, OK, vraiment, c'est de comprendre uniquement la structure de l'organisation, mais ça va bien au-delà de ça, là, si j'entends ce que tu dis. C'est de savoir vraiment bien l'utiliser, mais pour savoir après ça miser là-dessus pour justement bien se positionner dans l'organisation puis savoir rebondir par la suite. Pas tout simplement juste comprendre la structure ou comprendre justement c'est ça, l'aspect hiérarchique de la chose. Là. Exactement. Je trouve que l'une des choses qui est vraiment importante dès qu'on commence à parler d'enjeux politiques, dès qu'on commence à parler de la pensée politique, de l'impact de tout ça sur notre carrière, c'est que ça part toujours de soi, de comment on se perçoit, ça part toujours de notre vision puis de notre connaissance de l'organisation dans laquelle on s'en va, puis ça part ensuite de
ça part ensuite de nous-mêmes être capables de définir avec précision comme où est-ce qu'on veut aller c'est quoi notre plan de carrière, c'est quoi notre objectif. Donc, une fois qu'on se connaît, une fois qu'on connaît bien l'organisation dans laquelle on s'en va, puis qu'on sait c'est quoi les tenants et les aboutissants de l'organisation, c'est quoi les valeurs de l'organisation, c'est quoi, qu'est-ce que l'organisation représente. Mais ensuite, c'est de se dire, mais moi, dans mon parcours, moi, personnellement, où est-ce que je m'inscris dedans? Puis c'est qui ces acteurs-là que je peux aller trouver? C'est qui ces personnes-là? Puis c'est pas nécessairement des gestionnaires qui sont plus haut placés. Ça peut être vraiment des personnes qui sont à notre niveau. Ça peut être aussi des personnes qui ne sont peut-être pas à notre niveau, qui sont dans d'autres départements. Mais qui est-ce que moi, je peux aller trouver qui va m'aider à justement, non seulement aller chercher la connaissance de l'organisation, mais aussi être capable d'établir justement ce réseau, de se partir ce réseau-là de manière à ce que, un peu comme Sarah, tu l'expliquais tantôt, de manière à ce que dans son travail de tous les jours, au-delà de ses tâches, on soit capable d'apporter quelque chose. Parce que c'est ça, à la fin, le but de la pensée politique, c'est parce que quand on y pense, c'est parce qu'on a envie d'apporter quelque chose de plus que ce qu'on fait dans son day-to-day comme tâche. C'est ça qui est intéressant. Merci Inès. Anna, j'aimerais ça t'entendre sur la pensée politique. Ta définition à toi, est-ce qu'elle est similaire à ce que Inès vient de mentionner ou... Ben oui, je trouve que c'est super important ce que Inès en fait vient de mentionner, c'est que la pensée stratégique ou la pensée politique, c'est quelque chose qui se pratique à tous les niveaux. Donc je pense que c'est ça le message qu'on essaie aussi de transférer ou d'envoyer à la relève aujourd'hui. C'est vraiment comme pour le leadership. Et donc si même la définition de ce que c'est que la pensée stratégique ou la pensée politique, je pense que c'est vraiment particulier à chacun ou chacune d'entre nous, dépendamment aussi de notre vécu. Donc, selon moi, selon vraiment ma propre expérience, je dirais que je définirais peut-être cette notion par une approche win-win dans laquelle les différents acteurs en sortent gagnants, avec un certain degré, et bien évidemment, parce qu'on s'entend très bien, l'idéal, ce serait vraiment un gain équitable pour tous les acteurs. En fait, pour moi, si j'ai vraiment à élaborer un peu plus, c'est quoi l'ABC? Donc, qu'est-ce qui m'a permis personnellement? Qu'est-ce qui permet aussi à la relève de définir leur pensée stratégique? Je pense qu'il faut d'abord commencer par une connaissance de soi. Donc, connaissance de soi, quand je parle de connaissance de soi, il faut vraiment bien connaître ses forces, connaître ses faiblesses, mais aussi connaître les points sur lesquels on devrait travailler pour atteindre le niveau auquel on aspire. Puis, bien évidemment, il faut adosser ça par notre agenda de carrière. C'est très important d'avoir notre agenda de carrière dans lequel on peut juste avoir les outlines, les grandes lignes de ce qu'on souhaite accomplir peut-être dans les prochaines années. Puis là, on a déjà établi une référence. Donc, quand on établit une référence, là, on peut passer à la deuxième étape qui est l'évaluation de notre environnement, et ce qui est un peu proche, en fait, avec ce que Inès, justement, vient de nous partager. Première des choses, par exemple, pour moi, je me dis souvent que, OK, est-ce que je suis dans un bon environnement ou pas? Comment je pourrais évaluer ça? Je me pose des questions. Est-ce qu'il y a d'abord un alignement au niveau des valeurs, au niveau des causes? Par exemple, je ne peux pas travailler pour un organisme qui ne promeut pas, par exemple, le développement du leadership au féminin. Je ne peux pas travailler pour un environnement qui ne promeut pas la notion de la diversité et l'inclusion. C'est très, très important pour moi. Et si je continue un peu plus pour tout ce qui est expertise, par exemple, est-ce que je travaille dans l'équipe qui me permet vraiment de développer l'expertise que je cherche? C'est comme si vous êtes dans un restaurant italien puis commandez un burger américain, donc vous ne profitez pas pleinement de l'expérience en tant que telle. Fait qu'il faut vraiment peut-être aussi se poser les questions qui sont bien sûr particulières aussi à chacune d'entre nous. Puis, quand je pense que c'est aussi important de se laisser aussi une fenêtre, donc une période de temps pour, disons, évaluer à juste valeur l'environnement dans lequel on travaille. Vous ne pouvez pas justement passer une semaine ou, je ne sais pas, 2 semaines et dire, par exemple, que l'environnement ne matche pas. Il faut vraiment se donner le temps, bien identifier aussi les gens autour de nous. Et il y a un point peut-être que tu avais soulevé aussi tout à l'heure, Inès, et je trouvais ça super important, l'idée de la perception. Je pense qu'il y a 2 ans, j'étais quelqu'un qui s'en foutait carrément, parce que souvent ce qui se passe, c'est que vous faites un bon travail, c'est juste que votre travail ne parle pas autant en fait sur vous en tant que personne. Puis je pense que j'ai vécu une situation qui a fait un déclic il y a 2 ans. J'ai travaillé avec ma collègue à l'époque sur un projet. Puis, je me rappelle très bien qu'elle m'avait partagé peut-être une nouvelle chose que je viens d'apprendre. Puis, je dis, c'est intéressant, point.
Puis le feedback, tu sais, j'avais aucune réaction. Puis par après, je pense, quand on a travaillé sur un autre projet, j'ai dit, c'est intéressant, je vais en tenir compte pour, tu sais, mon prochain projet. Puis là, la réaction a complètement changé, c'était très positif. Donc, il faut vraiment comprendre que nos perceptions ne sont pas les mêmes. Donc, tu sais, chacun de nous a sa propre perception. Et je pense que c'est de notre responsabilité aussi de veiller sur la perception qu'on essaie de véhiculer, en fait, dans notre organisme. Pour ce faire, comment je pourrais faire en tant que membre relève pour connaître c'est quoi la perception que les gens ont moi sur mon environnement? Je pense qu'il n'y a pas mieux qu'une relation assez transparente avec les seniors, avec par exemple son gestionnaire ou sa gestionnaire pour en apprendre davantage, ou des gens par exemple à qui on fait confiance autour de nous. Puis bien après aussi, je pense, le morceau le plus intéressant et le plus important, je pense, c'est l'identification des acteurs principaux dans notre environnement. Mm-hmm. Donc, quand je parle, par exemple, des acteurs principaux, je parle, par exemple, d'une triade de relations. Les conseillers, avoir un mentor, puis aussi avoir un sponsor super important si vous voulez vraiment avoir un développement de carrière assez accéléré. Et donc, quand je parle, par exemple, de conseillers, je songe plutôt à mes collègues que jusqu'à présent, par exemple, je sollicite pour des questions, que ce soit techniques ou soit même des questions de carrière, donc de temps à autre. Alors que pour la relation mentorale, c'est vraiment une relation très, très proche. C'est quelqu'un qui connaît toutes mes failles et toutes les choses, vraiment toutes les forces que j'ai, toutes les faiblesses, toutes les choses aussi que je souhaite travailler. Il connaît même, c'est quoi les grandes lignes de ma carrière, etc. Donc, je pense que c'est super important pour cette relation d'avoir un certain pacte de transparence, de confiance, si vous voulez vraiment en puiser le maximum. Donc, si vous voulez vraiment optimiser votre expérience, je pense qu'il faut vraiment avoir cette transparence. Et bien évidemment, il faut avoir un bon match. Moi, j'ai eu mon match à travers le programme de mentorat de la FFQ. Donc, je suis très contente. Et, quand je suis venue ici à Montréal, je cherchais vraiment à avoir un mentor officiellement. J'avais vraiment eu des mentors non officiels, tu sais, dans, par exemple, mon ancien emploi. Mm-hmm. Mais je cherchais vraiment à avoir une relation officielle, tu sais. Quelqu'un à qui, par exemple, tu sais, je peux raconter des choses de good, the bad and the ugly things, you know? C'est ça vraiment ce que je cherchais. Puis je suis très, très contente que finalement, j'ai eu un bon match, tu sais, grâce au programme qui a été proposé par la FQQ. Oui, parce que ça peut ne pas toujours être le bon match dès la première fois, là. Exactement, tu sais, ça peut se passer. Mais moi, je me dis souvent que je suis très, très chanceuse. Et franchement, là, c'était comme peut-être le plus beau cadeau que j'ai eu cette année. Franchement, ça a changé ma vision, ça a changé ma carrière. Et je pense que je commence à être plus épanouie aussi dans mon travail quand j'ai eu cette relation. Donc, c'est vraiment un mind shift. Mais un mind shift, là, que vraiment, que ça peut arriver, là, quand vous avez une telle relation. Peut-être que j'étais vraiment très chanceuse aussi. Mm-hmm. Je sais que c'était plus... si je me souviens très bien, c'était Céline Payol qui était un peu derrière le match. Mon match, c'était avec Jean-Ibrahim Abouhaïda. Donc, c'était un mentor aussi de l'externe. Je pense que c'est ça ce qui est aussi intéressant à faire connaître aux gens, c'est que vous pouvez avoir un mentor de l'interne comme à l'externe. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai eu quand même quelqu'un de l'externe, donc je savais qu'il n'avait aucun intérêt vraiment à me garder aussi à l'interne. Donc, on avait vraiment cette liberté de se parler sur des sujets. Il n'y avait pas vraiment de limite. Et je pense que ça, c'est ça vraiment dont j'avais besoin avant. Et si je rebondis un peu aussi dans la dernière relation, qui est un peu comme le cornerstone de votre carrière, c'est la relation avec votre sponsor. C'est super important d'avoir quelqu'un qui a de l'influence au sein de votre organisme. Quelqu'un vraiment qui peut vraiment... vous pouvez vraiment voir ça comme un ascenseur. Peut-être vous êtes au premier, puis quelqu'un vraiment il va juste utiliser son pouvoir de négociation pour vous, ou vraiment son pouvoir d'influence pour vous ramener, par exemple, au 5e étage. C'est ça ce qui arrive avec un sponsor. Moi, je pense que j'ai eu des sponsors avant dans mes anciens emplois, mais je me suis quand même donné le défi d'être assez transparente cette fois-ci avec mon sponsor. Et je pense que ça a l'air de fonctionner parce que un sponsor devrait aussi connaître votre aspiration. Et je pense que le gros défi que j'ai fait, par exemple, c'est de nommer mon ambition pour mon sponsor, pour lui faire connaître que voici ce que à quoi j'aspire être, puis voici vraiment ce qu'il me faut. Donc, il y a une sorte de négociation aussi qui se fait. Est-ce que c'est possible aussi d'avoir des accès à des programmes, etc., juste pour accélérer aussi votre environnement, votre développement? J'aime comment tu présentes vraiment le mentorat comme un outil pour arriver vraiment à comprendre et à s'aider
dans tout cet aspect-là qui est la pensée stratégique et la pensée politique. Parce que pour quelqu'un qui commence, ça peut réellement ne pas être évident d'une question de perception, comprendre réellement qui sont les acteurs importants dans l'entreprise, où je dois me positionner, où j'ai envie de me positionner, puis ultimement de s'encadrer, de s'entourer des bonnes personnes, soit via un mentor ou un sponsor, comme tu l'as dit, Anna, à l'interne ou à l'externe, via le programme de la FFQ, par exemple. Je veux dire, ça semble être un outil, parce que j'allais vous poser la question, puis peut-être Inès, pour finir sur le sujet du mentorat, j'aimerais t'entendre, est-ce que toi, ça a été un outil qui t'a aidé justement dans cette compréhension-là de l'aspect politique en entreprise, soit à l'interne ou à l'externe? Écoute, en toute honnêteté, j'étais en train de parler, tantôt quand j'ai parlé, j'ai dit que on perçoit souvent la pensée politique ou les enjeux politiques, on les perçoit négativement. Puis j'ai été la première à le faire, hein, je l'ai dit, je le redis. Donc pendant longtemps dans ma carrière, j'ai jamais vu l'importance d'avoir un mentor, d'avoir un sponsor. J'ai jamais vu l'importance d'en avoir. Puis je te dirais que quelque part au courant de l'année dernière, à travers ma première gestionnaire que j'ai eue à Transdev, elle m'a dit, Inès, non, là, il faut que tu réalises, prends le temps de réaliser un peu dans ta carrière tout ce qui s'est passé jusqu'à date, puis tu vas voir en filigrane que tu as eu des mentors, puis tu as eu des sponsors. Tu n'as peut-être jamais nommé la relation, mais tu en as toujours eu. Puis c'est important au point où tu es rendu dans ta carrière versus ce à quoi tu veux aspirer. C'est important pour toi d'être intentionnel maintenant à propos de qu'est-ce que tu fais pour aller générer, pour aller te chercher des mentors, pour aller te chercher des sponsors et tout autour. Puis, elle m'a donné un exemple qui est assez simple. Elle m'a dit, une des choses que j'ai faites, que je faisais, je pense plus ou moins naturellement sans le réaliser, c'est qu'à chacune de mes entrevues, à partir de quand je suis sortie de cabinet, j'avais toujours tendance à dire, est-ce que vous pouvez me dire les 3 personnes avec qui je vais travailler le plus, les 3 personnes qui vont m'aider à avoir du succès dans mon poste? Puis elle a dit, je me rappelle que tu m'as dit ça à mon entrevue, puis c'est ça, aller chercher comme un mentor, un sponsor, c'était ta manière à toi, ça a toujours été ta manière à toi. Donc, des fois, ça peut être aussi simplement, de partir aussi simplement que de se dire, mais tu sais, c'est qui les 3 personnes qui vont m'aider à avoir du succès dans mon poste? Puis si on commence là, bien, justement, en parlant avec ces personnes-là à l'interne, ça peut être notre premier pas vers une meilleure compréhension de c'est quoi les enjeux politiques. Donc, ne serait-ce que de se rapprocher de ces personnes-là, de les identifier, de se rapprocher de ces personnes-là, puis de commencer à voir avec ces personnes-là qu'est-ce que je suis capable d'apprendre sur l'organisation, qu'est-ce que je suis capable d'apprendre de plus, qu'est-ce que je suis capable d'aller générer comme information nouvelle que je n'avais pas, comment est-ce que je peux apprendre à sortir de ma zone de confort, parce que peut-être que c'est pas facile d'aller parler à ces personnes-là. Puis, des fois, c'est naturel. Des fois, on se rencontre, puis c'est naturel de se parler, mais des fois, ça l'est pas. Puis, donc, de juste commencer par là, par se demander peut-être c'est qui mes 3 stakeholders avec qui je vais passer le plus de temps. Je pense que c'est déjà un bon départ. Puis ensuite, de s'aider d'organisations comme la FFQ, de s'aider d'organisations à l'externe, d'aller reach out to people. Moi, je l'ai dit, je suis quelqu'un d'audacieuse, donc je suis le genre de personne, tu sais, mettons, je vais envoyer un courriel, je vois quelqu'un sur LinkedIn, je vois son parcours, je trouve que son parcours est intéressant, bien, je vais lui envoyer une demande, puis je vais dire, écoute, je trouve votre parcours super intéressant, vous auriez un 15 minutes, j'ai sûrement quelque chose à apprendre de vous. Donc, moi, je suis quelqu'un d'extraverti. Moi, je fais ça, mais de se trouver, même si on est quelqu'un d'introverti, être introverti, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une pensée politique puis qu'on ne peut pas être un acteur influent puis une personne influente dans son cercle à soi. Donc, c'est de voir, en fonction de sa personnalité, de dire, bien, à l'interne puis ensuite à l'externe, qu'est-ce que je peux faire qui me permet d'aller chercher concrètement autour des personnes qui vont m'aider à sortir de mon emploi puis à aller chercher justement cette crédibilité dont on parlait au début. Donc, on s'entoure bien à l'interne tant qu'à l'externe pour réussir à mieux saisir au fil des années, quand l'expérience va être gagnée, réussir à mieux saisir cette pensée politique-là qui va éventuellement, j'imagine, se transformer en pensée stratégique de façon plus globale. Réussir à peut-être identifier plus facilement par la suite les acteurs importants, encore une fois, au sein de notre organisation. Donc, j'aime vraiment, vous avez donné à votre façon plusieurs exemples concrets, des outils. C'était intéressant de vous entendre sur la pensée politique, mesdames. Donc, je vous remercie. Je pense qu'on pourra passer à notre thème
Numéro 2, puis vous l'avez d'ailleurs abordé légèrement, l'avantage de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Inès, tu viens tout juste de le mentionner. Donc, on se retrouve pour la suite du podcast dans l'épisode 2 qui va aborder cette prise de risque-là. N'oubliez pas que l'on peut retrouver tous les podcasts sur la chaîne YouTube de la FFQ, sur son site web au www.ffq.org et sur la plupart des plateformes de podcasts. Donc, encore une fois, merci et à bientôt.